Bonjour dans le chat, si jamais. On est très content de vous retrouver pour ce webinaire, qui est le troisième webinaire d'une série de webinaires qu'on a organisé à Ticket for Change. On est très content de vous retrouver. J'attends encore quelques secondes. J'attends jusqu'à 12h32 peut-être pour les dernières personnes qui éventuellement pourraient nous rejoindre. Et après, on va pouvoir démarrer. Les gens viendront au fur et à mesure. Et il est 12h32, donc c'est parfait. Donc encore merci à toutes les personnes qui sont présentes pour ce webinaire qui s'appelle 3 tendances pour entreprendre. L'idée aujourd'hui, c'est justement de parler de l'entrepreneuriat au sein de tendances comme la santé mentale et le bien-être, comme la préservation du vivant et comme l'intelligence artificielle. On a 3 experts-expertes aujourd'hui avec nous pour nous aider à y répondre. Je vais les présenter juste après. Mais avant ça, je voulais juste peut-être vous redonner le cadre, le contexte dans lequel on organise ce webinaire. En fait, nous, chez Ticket for Change, donc l'association pour laquelle je travaille, nous avons un programme qui s'appelle le Parcours Entrepreneur. Et c'est un programme de 6 mois pour accompagner les gens qui ont une idée, une envie d'entreprendre sur des sujets à impact. Et donc, ce programme de 6 mois, il est destiné à vous aider à avancer sur votre projet, à poser les premières briques, les premières bases et développer aussi votre posture entrepreneuriale pour aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, normalement, en parallèle de moi qui parle, vous devriez avoir un petit visuel avec un petit QR code. En ce moment, on est en plein dans l'appel à candidature en fait pour ce programme. Cet appel à candidature, ça prend la forme d'un petit dossier à remplir. Vous avez jusqu'au 27 avril si jamais vous êtes intéressé par le programme pour le remplir. Et après, nous, on va étudier les dossiers et on pourra entamer des phases de présélection et de sélection. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce programme, je vous invite à la fois à peut-être vous renseigner. Il y a un programme détaillé qui est disponible sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller voir et à remplir le dossier de candidature en question. Voilà. Donc, aussi, je ne me suis pas présenté, je vais en profiter pour le faire. Donc, moi, je m'appelle Nicolas, je suis le responsable du parcours entrepreneur, c'est le programme dont je viens de vous parler. Et aujourd'hui, avec moi, il y a Colline de Ticket également, qui sera là pour interagir dans le chat, répondre à certaines de vos questions si jamais vous en avez. Et voilà, on va pouvoir bientôt démarrer donc sur ce webinaire. On est aujourd'hui avec 3 expertes que je vais tout de suite vous présenter. D'abord, avec nous, on a Frédéric Leroy. Salut Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Toi, Frédéric, tu as fait le parcours entrepreneur de Ticket for Change justement en 2021 et tu as fondé l'association Je bouge pour mon moral, qui a comme objectif d'aider les personnes en souffrance psychique à faire de l'activité physique pour se sentir mieux et se rétablir durablement. Aujourd'hui, l'association, elle propose un programme gratuit sur 3 mois qui se divise en 2 phases. Remise en mouvement pour se sentir mieux rapidement et consolidation pour maintenir les bienfaits dans la durée. Donc aujourd'hui, tu es actif dans le Grand Est et tu es soutenu par l'Agence régionale de santé et par l'assurance maladie et tu as déjà accompagné plus de 2000 personnes. Voilà. Et ton équipe est actuellement composée de professionnels et de bénévoles qui accompagnent ces bénéficiaires pendant toute la durée de la prise en charge et qui respectent les 4 principes suivants: bienveillance, écoute, convivialité et évidemment rigueur scientifique. Merci beaucoup Frédéric d'être avec nous. Est-ce que j'ai bien présenté? Est-ce que c'est bien ça, Je bouge pour le moral, ou tu veux rajouter des éléments? J'aurais pas su mieux dire, bravo. Parfait. Eh bien, merci beaucoup d'être là. Et donc, tu es là à présent aujourd'hui pour nous parler de justement la santé mentale et le bien-être. Également avec nous, on a Clémence Michel de Rivage. Salut Clémence. Alors toi, tu n'as pas fait le parcours entrepreneur, mais ton cofondateur Thibaut, lui, oui. Et ensemble, vous avez donc fondé Rivage, dont la mission est d'accompagner les entreprises sur les enjeux de préservation du vivant, et notamment en les accompagnant dans leur passage à l'action via 3 axes. La sensibilisation aux enjeux du vivant pour comprendre le problème et donner l'envie d'agir. Donc ça prend la forme d'ateliers, de conférences, entre autres. L'accompagnement biodiversité en 5 étapes pour mesurer ses impacts et dépendances aux écosystèmes et construire sa feuille de route. Donc les 5 étapes en question, c'est sensibiliser les collaborateurs, faire un diagnostic biodiversité, établir sa stratégie et feuille de route, déployer des actions et suivre le progrès, et enfin valoriser sa démarche.
Et enfin, dernier axe, l'accompagnement RSE pour définir sa stratégie, ses plans d'action et répondre à la CSRD. C'est bien ça, Clémence, j'ai bien présenté Rivage. C'est tout à fait ça. Parfait, super. Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous, Clémence. Et donc, toi, tu viens plutôt nous parler de préservation du vivant aujourd'hui. Et enfin, dernière invitée avec nous, Guilhem Ménard, qui, toi, tu as fait le parcours entrepreneur en 2018 et tu as cofondé Sherit avec comme objectif d'accompagner les entrepreneurs et entrepreneuses dans leur maîtrise du digital afin de démultiplier leur impact et permettre de résoudre des problèmes environnementaux et sociaux à grande échelle. Et aujourd'hui, ça prend la forme de 3 programmes d'accompagnement. Donc, il y a le programme Sherit, du même nom que l'asso, qui vise à accompagner les organismes qui ont des besoins en matière de solutions digitales. Donc, c'est des accompagnements qui peuvent durer 1 jour ou 1 an, si je ne dis pas de bêtises. Et après, il y a également l'accompagnement Cyber for Good que vous avez co-créé avec 2 autres organismes pour sensibiliser justement les organismes à impact aux enjeux de cybersécurité. Et troisième programme d'accompagnement, c'est IA for Good. Donc là aussi, un programme que vous avez cofondé avec 2 autres organismes pour justement sensibiliser et accompagner les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans leur appropriation de l'IA générative au service de leurs projets. Est-ce que c'est bien ça, Guilhem? J'ai bien présenté également Sherit, ou est-ce qu'il y a des éléments qui Merci peuvent... beaucoup. Merci pour l'invitation. Eh bien, trop chouette. Merci beaucoup à tous les trois d'être présents. Alors là, je vais plutôt vous poser des questions à tous les trois pendant une quarantaine de minutes. Et à la fin, il y aura un petit temps d'échange avec les personnes qui sont présentes sur ce webinaire, si jamais ces personnes ont des questions à vous poser pour creuser certains points. Mais avant de commencer à vous poser des questions à tous les trois, on avait envie de faire un petit sondage qu'on avait envie d'envoyer dans le chat. Donc normalement, ça devrait apparaître bientôt sur vos écrans. L'idée, c'est de savoir, est-ce que parmi les gens qui sont présents avec nous aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà une idée de projet justement en lien avec une de ces 3 tendances, ou il y a peut-être aussi des gens qui sont présents avec une idée de projet mais qui n'est pas forcément en lien avec une de ces 3 thématiques. Ou peut-être qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas encore d'idée de projet et qui sont simplement venus là pour apprendre, vous écouter, observer et découvrir peut-être certaines vécus, expériences, projets qui ont été menés. C'est un peu, je vois que c'est assez équilibré entre les gens qui ont déjà une idée, ceux qui n'ont pas forcément encore d'idée de projet, qui sont peut-être venus là pour en apprendre plus, pour se renseigner. On est sur de l'ordre de 50%. C'est pas mal, c'est pas mal. Super. Bon, en tout cas, sachez que ce webinaire, peu importe la réponse que vous aurez donnée à ce sondage, il va pouvoir vous éclairer, vous apporter des connaissances, des outils, et il sera bénéfique pour chacun et chacune des personnes qui sont présentes avec nous. Donc, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce petit sondage, et on va pouvoir commencer tout de suite cet échange avec vous. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est que effectivement, nous, chez Ticket, on a identifié ces 3 secteurs comme étant des secteurs en pleine effervescence, et probablement que les personnes qui sont présentes sur ce webinaire également avec nous en pensent la même chose. Et donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, étant donné que vous êtes des entrepreneurs et entrepreneuses dans ces secteurs-là en question, qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que vous avez l'impression effectivement que ce sont des thématiques en pleine effervescence? Est-ce qu'il y a du potentiel pour entreprendre dans les domaines que vous représentez aujourd'hui, peut-être des zones non explorées sur lesquelles il est encore possible d'innover? Voilà, de manière peut-être plus générale, est-ce que ce sont des tendances qui ont le vent en poupe? C'est ça en fait que j'ai envie de vous poser comme question. Et je vais peut-être commencer par toi, Guilhem, vu que sur la question de l'IA, c'est peut-être ce qu'il y a de plus évident, j'ai envie de dire, actuellement. Yes, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. En effet, alors, déjà peut-être avant de commencer, juste pour préciser, donc moi je co-dirige Sherit. Sherit, on accompagne des projets tech, tu l'as présenté Nicolas, des projets donc à impact qui ont besoin de la tech pour grandir. Et donc on le fait soit en développant des gros projets digitaux pour des associations ou des entrepreneurs sociaux qui veulent changer la donne dans leur secteur, tout secteur confondu. Soit via un programme des programmes de sensibilisation, et donc à la fois sur des sujets d'IA, soit sur des sujets en effet de cybersécurité, de RGPD, etc. Notre enjeu, c'est de
mettre à disposition des acteurs qui veulent entreprendre, des organisations impact, tous les outils et les compétences tech pour développer leurs projets. Alors pour l'instant, on ne le fait pas tout à fait, puisqu'on accompagne seulement une trentaine d'organisations, d'associations par an, donc ça via le programme Share It Initial, et via nos programmes de sensibilisation, on est en capacité de toucher 2000 entrepreneurs sociaux et associations. Mais notre enjeu, in fine, c'est vraiment de faire en sorte que la tech soit vraiment utilisée par les personnes qui entreprennent avec des valeurs pour changer la donne dans leur secteur, et tout ça de manière éthique, parce qu'évidemment, l'IA pose beaucoup de questions éthiques, mais la tech avant ça, la tech n'est pas neutre, et c'est un enjeu de se questionner sur l'usage qu'on veut en faire, soit dans la société, mais aussi dans son projet entrepreneurial. Donc, j'ai un point de vue qui est évidemment partiel, via mon parcours, via mes valeurs, via ma position actuelle. Mais ce qui est intéressant de mon positionnement, c'est que je vois passer beaucoup de projets d'entrepreneurs à impact. Et donc, j'ai une vue de ce qui se passe dans le secteur. Et puis, j'ai vu aussi quelques aventures, soit échouer, soit grandir vite. Donc, il y a quelques tendances qui se dessinent depuis ces dernières années, à la fois dans les domaines d'action, dans les sujets qui sont adressés, dans la manière de les adresser. Et donc, peut-être pour démarrer sur Share It, juste pour repréciser là où on en est sur notamment les sujets d'IA et de tech, le fond du fond, c'est que dans le domaine de l'entrepreneuriat social, et je pense que c'est plutôt la majorité des gens qui participent aujourd'hui à ce webinaire, ou souhaitent entreprendre, ou qui ont déjà entrepris dans ce domaine-là, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sous-utilisation de la tech de manière générale, comparée au secteur classique. Et donc, dans tech, j'englobe aussi maintenant les questions d'IA, parce qu'il y a probablement moins de culture sur ces sujets-là, sur les sujets digitaux, moins de culture et moins de financement aussi sur ce type de sujet. Quand on monte une asso sur un sujet social ou environnemental, on n'a pas forcément l'argent pour se payer des développeurs, etc., ou des prestataires externes. Et donc, il y a parfois une difficulté à monter des projets qui utilisent la tech au maximum de son potentiel, ou l'IA pour développer son activité. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte que les associations, les entrepreneurs sociaux s'en saisissent. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est le potentiel de la tech ou de l'IA pour résoudre des problématiques sociales ou environnementales à la racine. On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui utilisent ces technologies, soit pour développer des outils innovants, des plateformes, des applications. Pour citer quelques exemples relativement récents, qui ont quelques années, Ma Petite Planète, qui a développé son app de sensibilisation à l'écologie. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient cassés les dents sur ce type de projet depuis des années. Et eux ont réussi à craquer le truc. Et donc, il y a plusieurs millions de personnes qui utilisent cette app, à la fois dans les écoles, pour sensibiliser aux enjeux écologiques, mais aussi dans les entreprises, pour se faire des défis écolos entre équipes et sensibiliser à ces sujets. Donc, on sent, nous, qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux qui utilisent vraiment la tech au cœur de leur modèle pour développer leur impact, avec toujours cette approche hybride. C'est des structures qui n'ont pas forcément un enjeu d'avoir un statut formel, juridique, et donc la forme est au service de la finalité. Et donc, ça peut être des associations, des entreprises sociales, il y a des gens qui commencent en freelance, etc. Je pense que ce qui est intéressant, c'est juste de bien travailler sur la finalité, sur ce qu'on veut faire, le changement qu'on veut voir advenir dans la société. Et puis ensuite, la forme peut changer au fur et à mesure de l'activité entrepreneuriale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un potentiel très important déjà dans la tech, dans le secteur de l'entrepreneuriat social, parce qu'il y a beaucoup de structures ou de personnes qui sont malheureusement pas assez formées ou sensibilisées sur ces sujets. Et donc, il y a beaucoup de choses à créer qui peuvent vraiment changer la donne sur des grosses problématiques sociales existantes, l'accueil des réfugiés, la grande pauvreté, l'exclusion. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, l'IA, c'est probablement la prochaine révolution technologique qui sera probablement, et tout ça c'est évidemment estimatif, mais aussi importante que
la révolution des ordinateurs personnels, ensuite d'Internet qui s'est diffusé de manière massive. Et là, on est probablement dans cette période où on est au démarrage au démarrage, en tout cas, c'est déjà un peu avancé, mais disons au démarrage de la prise de conscience grand public du fait que l'IA, et en particulier l'IA générative, soit vraiment un tournant social et un tournant en termes d'innovation. Et donc, c'est à la fois super intéressant parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, et à la fois assez difficile parce que on est dans une période où l'IA on est dans une phase plutôt de sciences chaudes, comparé aux sciences froides qui sont déjà un peu établies et sur lesquelles on a déjà beaucoup de certitudes. Et donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Les technos changent vite, les usages changent vite, et donc des projets entrepreneuriaux qui avaient une valeur ajoutée très très forte il y a 2 ans sont parfois complètement obsolètes maintenant. C'est pour ça que c'est très important pour les entrepreneurs sociaux de bien fixer leur cap, la vision, la problématique sociale qu'on veut résoudre, pourquoi on le fait, avec quelles valeurs, quelles ambitions, et ensuite le projet de la structure peut varier et s'adapter aux évolutions technologiques, sociales, environnementales, etc., sur les différents sujets. Et ça, je le redis parce que je suis absolument fan du parcours entrepreneur de Ticket et non pas de la promo, mais je pense que c'est un des parcours qui peut vraiment vous apprendre à justement poser tout ça. Ça fait du bien à tous les âges de la vie. Bref, c'est absolument génial. Et ça permet de poser des basiques pour entreprendre dans la bonne direction à long terme. Et même si ensuite vous rejoignez un projet en tant que salarié, etc., ça pose des fondements très très solides. Donc voilà, je recommande fortement ce programme. Trop bien, merci beaucoup Guilhem, et pour ta réponse, et pour ce petit coup de pouce pour le parcours entrepreneur. Maintenant, je vais plutôt m'adresser à toi, Clément. Je vais aussi te poser la même question sur le sujet de la biodiversité et la préservation du vivant. Est-ce que là aussi, il y a un secteur dans lequel il y a le vent en poupe, comme je l'ai formulé? Est-ce qu'il y a matière à entreprendre, à innover? C'est quoi un peu toi ton regard par rapport à ça? Ouais, carrément. Alors, moi, sur ce sujet, je fais un peu un triple constat. C'est que les sujets de la biodiversité, c'est vital, c'est passionnant et c'est dur. Euh, pour développer un peu, en fait, c'est vital. Ce qu'on constate là, c'est que plus on creuse la crise environnementale, plus il y a des découvertes scientifiques en permanence. Et en fait, pendant très longtemps, la crise environnementale a été réduite au sujet du climat. Et de plus en plus, on se rend compte que c'est malheureusement plus complexe et que ça touche des sujets plus globaux, dont celui de la biodiversité. Et que quand on creuse aujourd'hui, tout le monde a conscience que le climat, c'est quelque chose de compliqué, que toutes les entreprises, enfin que même nous en tant que citoyens, en tant que consommateurs, qu'on a tous un lien avec le climat. Mais enfin, ce lien, après, je sais pas, 10 ans, 20 ans, même 30 ans de sensibilisation sur le sujet, il est devenu en fait concret. La tonne équivalent carbone, c'est des choses qui vont parler à plein de gens. Faire un bilan carbone, c'est devenu un geste assez commun dans les entreprises. Sur la biodiversité, on n'y est pas du tout. Donc en fait, on vit un moment un peu particulier où la biodiversité a été identifiée comme un sujet important et vital pour toutes les personnes qui vont s'intéresser au sujet de la crise environnementale. Mais c'est pas les entreprises ont beaucoup de mal encore à comprendre ce sujet qui est complexe et qui est extrêmement large, à comprendre leur lien d'impact et de dépendance avec les écosystèmes. Euh, et donc, du coup, enfin, oui, c'est un sujet montant. Oui, il y a plein de choses à faire. En même temps, on est au tout début et il est par nature complexe parce que une entreprise, quand elle s'attaque à un sujet, elle veut pouvoir le mesurer. En fait, quand sur le climat, on se dit, bah, qu'est-ce que je fais d'abord? Tiens, je vais faire un bilan carbone, je vais mesurer mes émissions. Du coup, j'ai des chiffres et je vais pouvoir mesurer ma progression. Quand on parle de biodiversité, cette mesure
commune, elle n'existe pas. Est-ce qu'on va mesurer le nombre de terres qu'on a artificialisées? Est-ce que si on vend, je ne sais pas, des produits alimentaires, on va compter nos tonnes de produits bio? Est-ce qu'on va parler de l'impact sur les végétaux, les animaux? Voilà, il y a une multitude de mesures possibles, ce qui fait que le sujet n'est pas simple à appréhender. Voilà, en revanche, dans le côté extrêmement positif et nous qu'on pousse énormément chez Rivage, c'est que aujourd'hui, le climat, c'est arrivé et les entreprises ont réussi à s'en emparer. C'est un sujet qui est extrêmement complexe, c'est un sujet technique, technologique. Quand on fait des actions, on va émettre des émissions de gaz à effet de serre. Il y a une inertie après pour 10 000 ans, 100 000 ans. Donc en fait, une fois qu'on les a émises, c'est trop tard. Sur la biodiversité, ce qui est génial, c'est que c'est beaucoup plus concret. Ça peut arriver vraiment dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'on peut avoir des actions qui vont être une échelle extrêmement locale dont on voit les résultats et on peut réussir à mobiliser les collaborateurs autour de ces enjeux parce que nous tous, on va être touchés émotionnellement par ces enjeux. On va tous aimer un coin sur Terre, on va aimer des animaux, on va être sensible à notre alimentation. Il y a plein de portes d'entrée à ces sujets qui sont d'une part positives, émotionnelles et qui mobilisent. Et donc, ça en fait un sujet parfois un peu difficile parce que quand on s'est pris la crise du climat, devoir se dire, ah mon Dieu, il y a une autre crise, il y a la biodiversité, on n'a pas toujours envie. Et en même temps, il y a une vraie possibilité de l'amener de manière joyeuse, de montrer qu'il y a des résultats possibles et rapides et de montrer à quel point la nature est résiliente. Euh, voilà. Donc pour tout ça, je dirais que ouais, c'est ça. C'est vital, absolument passionnant, mais c'est dur. Et c'est dur aussi parce que comme les entreprises comprennent pas encore bien ce lien, il n'y a pas forcément de personnes responsables de ces sujets. Il n'y a que très peu d'entreprises dans lesquelles on va trouver un responsable biodiversité, un ou une, hein, évidemment. Et en fait, le fait de ne pas avoir d'interlocuteur dédié, de ne pas avoir de budget dédié, fait que c'est pas toujours simple de faire avancer le sujet quand ça reste un sujet un peu, encore un peu diffus pour les entreprises. Super. Merci beaucoup pour la richesse de cette réponse, Clémence. Et pour clôturer sur cette question-là, Frédéric, quant à toi, sur la santé mentale et peut-être le bien-être au sens un peu plus large, c'est quoi ton ressenti? C'est quoi ta vision sur effectivement la tendance, si je peux l'appeler comme ça, de ce sujet-là, de cette thématique-là? Ouais, merci Nicolas et bonjour à tous et toutes. Est-ce que c'est un sujet porteur? Oui, c'est un sujet porteur. Il y a vraiment, en fait, il y a plusieurs choses qui contribuent à ce que ce soit un sujet porteur. D'abord, il y a eu le Covid qui a Ouais. vraiment développé, notamment chez les jeunes, énormément les troubles psy, la souffrance psychique. Deuxièmement, 2025, c'est la grande cause nationale Ouais. déclarée, c'est la santé mentale. Donc, on est en plein dedans. Et troisièmement, on voit qu'il y a quand même globalement, la société va vers une plus grande reconnaissance de la santé mentale, des troubles psy, et avec des prises de parole publiques de plus en plus nombreuses. On a des sportifs. Récemment, Nicolas Demorand, journaliste à France Inter, qui a beaucoup fait le buzz là-dessus. Donc, voilà, donc ça se développe, en tout cas une sensibilisation, une sensibilité qui se développe là-dessus. Il y a des thématiques dans la santé mentale, il y en a plein qui sont pertinentes et sur lesquelles il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a évidemment le sujet de la déstigmatisation qui est très important, c'est-à-dire ça reste aussi quelque chose de difficile d'avouer qu'on a un trouble psy. Il y a le problème de la détection des précoces des troubles. Ça prend beaucoup trop de temps encore aujourd'hui à identifier les problèmes. Et puis, il y a tout un tas de nouvelles approches thérapeutiques qui peuvent être développées.
Et puis après, il y a des sous-thématiques. On va avoir la question des aidants. On sait que les aidants ont une charge psychologique importante et qui souffrent beaucoup. Alors, aidants de jeunes aidants, aidants retraités, autres. On a clairement la question de l'épuisement professionnel qui est un gros sujet récurrent. Et puis, on a un public qui est très en souffrance, qui sont les jeunes et les adolescents, les jeunes adultes, où on a à peu près un jeune sur cinq, un jeune sur quatre en dépression. C'est énorme. Voilà. Donc, il y a beaucoup de potentiel et de sujets pertinents. De l'autre côté, il y a beaucoup d'initiatives et de projets portés par des gens qui sont très souvent mus par un engagement personnel, des convictions très fortes parce qu'ils ont traversé ou des proches ont traversé des problèmes de santé mentale. C'est mon cas puisque j'ai développé le projet suite à un peu l'accompagnement d'un de mes enfants dans une dépression. Ce qui est important de savoir, c'est que pour pouvoir, par rapport à cette pléthore d'initiatives et de projets, réussir, il faut arriver avec un angle original, de mon point de vue. Hmm. En complément des initiatives existantes, qu'elles soient publiques ou privées, il y a beaucoup de choses qui sont faites par le public, il y a beaucoup de choses dans le privé. Répondre à des problématiques qui ne sont pas ou mal adressées aujourd'hui et y répondre de manière efficace et idéalement avec des preuves d'impact. Voilà. Donc arriver avec juste de l'engagement, des bonnes intentions, une forte motivation n'est pas suffisant. Il faut vraiment arriver avec un angle original. Il faut arriver avec idéalement des preuves d'impact. Voilà, c'est ce que nous on a fait, qui nous a permis de vraiment rapidement nous développer. Là aujourd'hui, on est dans le Grand Est sur à peu près une dizaine de territoires. À partir de l'année prochaine, on va commencer à se déployer au niveau national. Et c'est vraiment ces deux aspects-là, c'est l'innovation, un petit peu l'originalité de notre démarche et les preuves d'impact qu'on a pu apporter qui ont fait la différence. Donc voilà, ça serait mon conseil. C'est un sujet passionnant avec beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais des bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Il faut vraiment avoir une approche professionnelle et penser en termes d'offres. Qu'est-ce qu'on offre de différent, d'unique et qu'est-ce qui prouve que cette offre, elle est vraiment Hmm. efficace et efficiente. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais rebondir sur ce que tu dis. Je vais peut-être continuer un peu avec toi, justement, Frédéric. Tu l'as dit, la santé mentale, pardon, c'est un sujet très important et dont on parle beaucoup en ce moment. Mm. Mais il y a encore peut-être une forme d'incompréhension ou de mécompréhension plutôt de ce qu'on entend par la santé mentale. Il y a aussi peut-être des gens qui ne se rendent pas forcément compte de l'importance que ça peut avoir pour sa santé, pour son bien-être. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est justement avec toi, avec ton projet, quand tu t'adresses à des décideurs ou des financeurs et que tu arrives avec ce sujet-là, est-ce que tu as l'impression de faire face à une forme de réticence ou, mine de rien, quand même, il y a une ouverture et il y a une envie d'aller de l'avant sur ce sujet-là? C'est quoi un peu ton ressenti, toi, par rapport à ça? Ouais, c'est une très bonne question. Nous, on n'a aucune difficulté sur le sujet parce qu'en fait, il y a une espèce d'évidence entre le lien entre activité physique et santé mentale. Pour les gens, c'est presque évident. On enfonce vraiment une porte ouverte. Et que ce soit décideur public ou privé, il y a personne j'ai pratiquement jamais entendu personne qui nous dise ce projet, ça n'a aucun sens. Voilà, ou je comprends pas pourquoi. Ça, c'est pour nous une grande chance. Euh, Par contre, ce qui est essentiel, pour nous, et là où on peut avoir, c'est pas de l'incompréhension, mais en tout cas des choses à démontrer, c'est ce que je vous disais avant, c'est la spécificité de notre approche, en quoi on est unique hein, par rapport à des gens qui vont proposer du sport, à des maisons sport santé qui vont proposer du sport à tout un tas de personnes en souffrance physique ou psychique. Et puis, c'est l'épreuve d'impact. Hein. C'est vraiment ça, c'est les deux éléments. Tout le monde va nous dire, ouais, ça fait du sens. Maintenant, la vraie question, c'est en quoi vous êtes innovant et en quoi vous avez des preuves. Et c'est vraiment ça qui a bâti notre succès encore émergent. On a beaucoup encore à montrer, mais à date, c'est ces deux éléments. On a vraiment construit une approche unique en nous restreignant exclusivement à l'accompagnement de gens avec des troubles psychiques. Euh, et même de manière encore plus précise, des troubles anxieux-dépressifs. Et donc, on a construit vraiment toute notre offre d'accompagnement pour ces personnes-là. On fait de la communication sur les réseaux sociaux qui nous permet d'aller vers des personnes qui ne sont pas diagnostiquées. On fonctionne sur un principe de promotion avec entre pairs où les gens commencent ensemble, finissent ensemble, se soutiennent. On a un accompagnement très renforcé sur l'assiduité pour faire face au problème de la motivation qui est extrêmement fort chez les personnes en dépression. L'intensité de notre activité physique était vraiment pensée en termes d'impact. Donc vraiment, on a construit quelque chose de unique et de vraiment très particulier à l'accompagnement des troubles psychiques et de la dépression.
par rapport à une maison sport santé qui va proposer du sport pour tout le monde sur des créneaux qui vont mélanger plein de gens. Donc ça, c'est le premier élément. Donc on a vraiment mis en place quelque chose d'unique. Et la deuxième, c'est des preuves d'impact. Dès le début, on a mis en place des mesures d'impact sur la santé mentale grâce à des chercheurs. Et ça, c'est ce qui nous a permis très clairement, très vite, d'obtenir des financements publics et du soutien des financeurs. Donc voilà, pour répondre à tes questions, une autre problématique qui est très vite comprise, le sport ou l'activité physique pour la santé mentale. Par contre, il faut qu'on démontre qu'on le fait de manière unique et qu'on le fait de manière efficace avec des preuves d'impact. Maintenant, on sent aussi, et c'est le dernier élément de ma réponse, que ce ne sera pas suffisant à terme ça. Donc c'est pour ça qu'on est en train vraiment de travailler maintenant sur une troisième étage de la fusée, qui est montrer que ça fait économiser. Donc on est en train de lancer une mesure d'impact socio-économique pour montrer que notre parcours par rapport à des gens qui ne sont pas accompagnés fait économiser alors aux mutuelles, aux groupes de protection sociale, à l'État de l'argent. Voilà. Donc voilà, les gens comprennent, mais il faut qu'on apporte vraiment des éléments très concrets en termes d'unicité, d'efficacité, voire d'efficience et d'économie et d'économie en fait pour le grand public, enfin pour la société. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup, Frédéric. Clémence, je reviens vers toi. Justement, avant, Frédéric nous disait l'importance d'avoir peut-être un angle différent quand on veut entreprendre sur un de ces sujets-là. Vous, avec Rivage, vous avez une offre qui est assez complète, vous proposez beaucoup de choses, mais vous n'êtes peut-être pas les seuls non plus en France à proposer une offre un peu similaire comme celle-ci. Et du coup, ma question, c'est un peu de savoir, bah, vous, quand vous avez commencé Rivage, justement, comment vous avez fait pour vous démarquer, pour faire votre place sur cette thématique-là, en fait, et sans non plus, ou peut-être que si, mais sans non plus marcher peut-être sur les plates-bandes d'autres projets déjà existants. Comment, voilà, avec Rivage, comment est-ce que vous avez fait pour vous insérer finalement dans ce secteur-là? Ouais, merci Nicolas pour cette question. Moi, je plus sois complètement dans le message de Frédéric sur ce côté. Il faut aller chercher une approche extrêmement originale et en adéquation avec un besoin et faire comprendre, enfin, tout mettre en œuvre pour réussir à prouver euh, l'utilité, la valeur de notre offre. Et je me dis d'autant plus que c'est pas du tout ce qu'on a fait. Et donc, ouais, je vous raconte un peu comment on a lancé Rivage et du coup, avec le recul que j'ai aujourd'hui, ce que je referai pas. En fait, quand on a lancé Rivage avec Thibaut, on s'est retrouvé, on avait une idée assez large au début sur, enfin, on avait tous les deux le sujet de la transition environnementale extrêmement à cœur. C'était pas forcément que le vivant. Mais on s'est retrouvés tous les deux très forts là-dessus. On s'est dit que voilà, ça nous intéressait et que comme c'était plus niche, il y avait moins de propositions dédié à ce sujet. Et la manière dont on a voulu l'aborder, c'est de se dire, OK, il faut réussir à faire comprendre aux entreprises leurs liens d'impact et de dépendance avec le vivant. Et donc, comme c'était la mode de toutes les fresques, de tous les ateliers qui existaient, on s'est dit, tiens, on va aller là-dedans. Donc, on savait qu'il existait déjà une fresque de la biodiversité, mais euh, elle était, enfin, moi, je l'avais faite, j'étais sortie de là en éco-anxiété pendant une semaine à remettre toute ma vie en question, en me demandant si je voulais faire des enfants, enfin bon, bref. Et donc je m'étais dit, et je voudrais amener ce sujet en entreprise sans créer ces sujets d'éco-anxiété qui, je pense, ne font pas avancer les choses dans le bon sens. Mais ça, c'est ce que nous, on voulait faire. En fait, pour être honnête, on ne s'est pas vraiment posé la question de est-ce qu'il y a un besoin? Que veulent les entreprises là-dessus? Et donc, on a passé 4 mois à créer cet atelier. On a fait un truc incroyablement original qu'on a déployé plusieurs fois avec des retours très positifs, mais on n'a jamais réussi à le vendre. Et donc voilà, donc ça, c'était pas du tout le bon angle. En revanche, en parallèle, pour se former, on avait commencé à lancer des webinaires dans lesquels on allait interviewer des experts sur les enjeux de biodiversité.
et sur des experts à plein de niveaux, c'est-à-dire comment on peut penser des business models qui prennent en compte ces enjeux du vivant, qu'est-ce que c'est des entreprises qui l'ont déjà fait, à quoi ressemblent les pionniers. Enfin voilà, on a vraiment réussi à avoir un espace avec des témoignages de personnes qui pensaient des choses extrêmement innovantes sur ce sujet. Et en fait, au fur et à mesure, on est devenu un peu un centre de ressources sur ces questions, vraiment à la pointe de ce qui se faisait sur les enjeux d'innovation, euh, d'intégration du vivant au cœur des entreprises. Et c'est plutôt grâce à cette communauté et à ce savoir que on a réussi à avancer, à rencontrer des entreprises qui avaient des réels besoins et à derrière être capable de créer une offre qui répondait vraiment à des besoins. Donc ça, ce serait vraiment mon premier conseil, c'est évidemment quand on se lance, il faut réfléchir à ce qu'on a envie de faire, et c'est très important, mais la bonne volonté ne suffit pas. Il y a vraiment une réflexion à avoir sur où sont les besoins. Et en fait, plus on creuse ce sujet, plus on s'est déniaisé, on s'est rendu compte qu'il y avait de la réglementation, qu'on est rentré dans ces niche réglementaire et que c'est quand même ça qui drive la demande et notre chiffre d'affaires, il y avait des secteurs qui avaient des problématiques extrêmement précises sur les sujets du vivant, parce que le vivant, ça parle pas à tout le monde, ça va parler beaucoup plus, ça semble assez logique, mais on n'avait pas ça en tête, nous, quand on s'est lancé, peut-être pour vous dire à quel point on est parti la fleur au fusil. Mais en tout cas, les sujets, voilà, les entreprises d'agroalimentaire qui ont un lien plus direct avec le vivant, les entreprises de cosmétiques, les entreprises d'immobilier qui vont artificialiser les sols, on avait des interlocuteurs précis et une vraie demande. Et peut-être dernier point que je voulais partager, ce qui a fait notre force, c'est notre manière de nous démarqué chez Rivage, c'est que ni Thibaut ni moi ne sont experts des enjeux de biodiversité. On venait tous les deux plutôt de la com, plutôt du marketing, sur des sujets en lien avec l'environnement, mais pas la biodiversité. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que au début, on arrivait un peu nier la fleur au fusil, mais on a capitalisé sur nos forces. Ce que nous, on savait faire avec notre passé de communicants et de marketeurs, c'était de rendre des sujets complexes simples. Et donc, avec nos webinaires, avec notre newsletter, avec une étude là qu'on a sortie très récemment qui s'appelle Intégrer le vivant au cœur des entreprises, on a réussi à comment nous faire nous-mêmes notre propre expertise et à la diffuser. Et donc, on a vraiment capitalisé sur nos forces pour arriver à trouver des projets intéressants. Et peut-être le dernier point, c'est réussir à s'entourer. Évidemment, comme on n'avait pas de compétences en biodiversité, dès qu'on a eu des projets et des demandes concrètes, on avait besoin de plein d'expertise que ni Thibaut ni moi n'avions. Et donc, ce projet, il n'est possible que si on est capable d'aller chercher la bonne expertise au bon moment et donc en amont de se créer un vrai écosystème, d'aller rencontrer des personnes qui vont avoir toutes les expertises qui nous manquent. Et voilà, je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait la force de Rivage. Super. Merci beaucoup Clémence pour cette réponse. Guilhem, je me tourne vers toi. Là, on a parlé du fait que quand on voulait entreprendre, c'était important, voilà, d'avoir un angle différent, de bien répondre à sa problématique. C'est important aussi d'avoir peut-être un aspect différenciant aussi sur ce qu'on est capable de proposer. Et à ce niveau-là, à ce moment-là, est-ce que l'IA a sa place justement pour permettre d'innover, d'entreprendre sur ces sujets-là. Et ma question plus largement, ça serait de dire, toi, d'après toi, c'est quoi le potentiel euh, exploitable avec l'intelligence artificielle justement en matière de ce qu'on peut entreprendre et à quel point tu as l'impression que ça peut vraiment nous aider à transformer les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Euh, voilà, c'est une question peut-être un petit peu large. Est-ce que tu as des éléments de réponse peut-être par rapport à ça à nous partager? Ouais, ouais, bien sûr. Déjà, je plus sois quand même les apports de Clémence et de Frédéric sur en effet le sujet d'apporter de l'impact là où d'autres acteurs
existants vont déjà avoir d'autres angles. C'est super intéressant. C'est souvent quand on creuse une problématique, un sujet, qu'on va se positionner différemment. C'est le cœur de l'entrepreneuriat, c'est de trouver le petit endroit où il y a un besoin et on est spécial là-dessus et ne pas recopier ce que font les autres. Euh, sur l'IA, le sujet est très vaste. Déjà, la première chose, c'est que ça, c'est déjà en train de transformer les organisations et nous, on le voit, il y a une énorme demande de la part des associations, de la part des fondations, de la part des entrepreneurs à impact, des PME sur ces sujets. Et le sujet central qu'on voit, c'est un sujet de formation. Il y a une énorme curiosité de la part de tous les acteurs pour tester les outils, voir quels sont les enjeux, comment l'appliquer à son organisation. Euh, et vraiment un besoin d'être acculturé, d'essayer de décomposer toute la masse d'informations qu'on a. En plus, ça va extrêmement vite dans le secteur. Et ça, avec des valeurs. Il y a une énorme tension dans les organisations, mais aussi très personnelle sur ces sujets. Déjà sur le sujet de la tech de manière importante. Et c'est apparu de manière beaucoup plus flagrante avec les US et la tournure que prend maintenant l'importance que prennent les manières de la tech dans la politique mondiale. Euh, mais aussi des tensions plus personnelles sur nos usages de la tech. On est souvent sur nos téléphones, on est tout le temps derrière notre ordi quand on travaille, etc. Et donc, ça nous questionne nous-mêmes sur est-ce que je veux utiliser le digital pour mon projet, jusqu'à quel point, et dans ma vie personnelle. Et donc, ces questions-là, tout le monde se les pose. Et elles sont encore plus puissantes sur l'IA, puisque c'est des technos qui peuvent changer nos métiers, transformer complètement notre mode de vie, qu'ils font déjà, puisqu'en fait, là, il y a une petite IA, quelqu'un l'a rajouté pour prendre des notes sur ce webinaire, mais il y a aussi dans nos usages quotidiens, on prend nos billets de train grâce à l'IA, on ne s'en rend pas compte, nos recherches Google, c'est fait via l'IA, nos recommandations sur Netflix, c'est via l'IA, donc on est déjà complètement plongé dedans, et on est tous un peu effrayés sur ces dimensions éthiques. Dans ces dimensions éthiques, il y a trois gros enjeux. Il y a un enjeu politique. Comme je disais, il apparaît de plus en plus sur la concentration du pouvoir entre certaines mains, le fait qu'il y ait quelques personnes, et c'est souvent des hommes blancs éduqués, urbains, américains, qui définissent le cadre de ces technos et comment elles vont avoir une incidence sur notre vie qui va être phénoménale. Il y a des enjeux environnementaux qui sont énormes. On est face à une crise climatique, une crise de la biodiversité, une crise multi-secteur. Et on est dans une accélération constante avec un usage des technos de plus en plus importante. Et donc la question, c'est comment nous, en tant qu'entrepreneurs ou êtres humains, on a envie de se positionner par rapport à ça et de proposer autre chose, peut-être un autre narratif. Est-ce qu'on peut réfléchir à nos usages de la tech, etc. Et puis les enjeux sociaux, c'est évidemment les biais qu'il y a dans ces technos, c'est le fait que ça crée une énorme division dans la société entre les gens qui maîtrisent ces technologies et les gens qui ne les maîtrisent pas, entre les plus jeunes et les plus vieux, etc. Donc tous ces enjeux-là, ils sont super passionnants. Et ça tombe bien, c'est vraiment des enjeux d'entrepreneurs sociaux. On prend une problématique qui est profonde, une grosse division, une fracture sociale, et puis on va essayer de se dire comment est-ce qu'on peut la résoudre, comment est-ce qu'en collectif on va essayer de travailler sur ce sujet-là. Et donc c'est un sujet passionnant, et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'initiatives qui vont se créer autour de ces sujets de tech éthique, IA éthique, parce que c'est un sujet qui va devenir de plus en plus important. Juste quelques ressources sur ce sujet-là. Il y a un livre blanc de Data for Good qui est super passionnant sur les enjeux éthiques de l'IA, qui va être actualisé bientôt, mais qui replace tous ces différents enjeux. Il y a un très beau documentaire qui s'appelle Les sacrifiés de l'IA, que vous avez peut-être vu sur France 2, super intéressant aussi pour comprendre les dessous de l'IA, comment les modèles sont entraînés, et quelle est aussi la propension, la logique qui est quasi mystique de la part des entrepreneurs de la tech, quelle vision ils ont de la société dans la mise en place de leurs projets d'IA. Il y a pas mal de ressources là-dessus, et pour les entrepreneurs, il y a vraiment un créneau à prendre sur ces sujets, sur de la formation, de l'accompagnement,
de petites, de plus grosses structures sur une tech éthique, une IA éthique. Nous, on reçoit énormément de demandes, c'était pas le cas avant, sur des formations, de l'accompagnement, etc. On peut pas répondre à tout. Et donc, ouais, il y a un boulevard. Et particulièrement aussi sur les sujets d'inclusion numérique, puisque du coup, ça va encore plus développer cette fracture dans la société. Et il y a des gens qui sont vraiment volontaires pour financer ça, y compris ceux qui créent cette division dans la société, les géants de la tech par exemple, parce qu'ils ont un intérêt à ce que tout le monde se saisisse de ce type de sujet. Donc voilà, donc c'est un secteur super passionnant sur lequel travailler. Et je pense qu'en effet, vous avez bien dit ce qui est important, c'est-à-dire comment c'est petit, se concentrer sur l'impact, la valeur ajoutée qu'on a pour les bénéficiaires ou pour nos clients, et donc vraiment apporter de la valeur, pas de bullshit, juste se concentrer sur l'impact qu'on peut avoir auprès de quelques personnes, le faire payer dès le début, et c'est comme ça qu'on construit progressivement un projet. Et puis vraiment bien s'entourer, parce qu'il y a des gens qui ont fait les mêmes erreurs que nous, que vous, et donc avoir quelques personnes qui sont vraiment très fiables autour de vous, qui peuvent vous conseiller, vous orienter, plus vieux, plus jeunes, un peu en tout genre, c'est absolument essentiel pour monter un projet. Ça permet vraiment de le développer avec beaucoup plus de sérénité. Donc voilà mes recommandations. Trop bien, merci beaucoup, merci infiniment Guilhem. Je propose aux personnes qui sont sur ce webinaire de peut-être réfléchir à une question que vous aimeriez poser à la suite, juste après en fait, à nos intervenants et intervenantes. Moi, je voulais juste vous poser une toute dernière question brièvement. Clémence, tu y as déjà un peu répondu, même beaucoup répondu, et c'est parfait. C'est la question justement de est-ce qu'on a besoin d'être expert ou experte dans le domaine dans lequel on entreprend pour entreprendre justement. Clémence, toi, tu l'as dit, avec Thibaut, vous n'étiez pas forcément issu de, enfin, vous étiez plutôt issu du marketing, comme tu disais, pour construire Rivage. Et du coup, peut-être Guilhem ou Frédéric, je ne sais pas si l'un de vous deux veut peut-être apporter un élément de réponse brièvement, mais est-ce que vous avez la sensation, et je pense que c'est important de le dire aussi pour les gens qui sont avec nous sur ce webinaire, est-ce qu'il y a besoin d'être un expert ou une experte du domaine en question pour entreprendre, ou en fait, pas forcément, la question c'est juste de savoir s'entourer? Moi, je peux parler parce que j'ai travaillé pendant très longtemps en entreprise. Je faisais du marketing, puis des postes de management général, voilà, chez Danone notamment. Et je suis passé dans la santé mentale, donc ça n'a absolument pas grand-chose à voir. Mais au début, j'avais un énorme, et je l'ai fait parce que j'ai été inspiré par le projet, à travers mon expérience personnelle d'accompagnement d'un de mes enfants. Au début, j'avais un énorme complexe d'imposteur, hein, vraiment gigantesque. Et en fait, ça m'a poussé à me faire accompagner par des chercheurs, donc vraiment pour soutenir d'un point de vue scientifique ma démarche, à vraiment parler avec beaucoup, beaucoup de gens au début pour voir si ce que je proposais, ça faisait du sens, si c'était logique. Et puis surtout, et puis, euh, et puis finalement, ça s'est très très bien passé avec ça, parce que mes interlocuteurs me voyaient pas comme un expert du domaine et je me positionnais pas comme ça, mais comme quelqu'un qui vient avec une expérience personnelle, qui représente les bénéficiaires et leurs besoins et qui va apporter quelque chose de nouveau. Et en fait, le fait de justement arriver avec une expertise différente qui, moi, c'est le marketing. Donc, le marketing, ça veut dire comprendre les besoins des gens. Et donc, moi, je me suis vraiment positionné comme comment on comprend les besoins des gens en dépression et de quoi ils ont besoin pour reprendre l'activité physique. On a apporté des solutions originales qu'aucun psychiatre n'avait en tête. Et donc, eux, ils trouvaient ça génial. Les psychiatres, ils disaient, ouais, c'est super votre truc. Et donc, on a envie de vous soutenir. Donc non, c'est pas du tout une nécessité d'être expert du domaine. Par contre, il faut savoir où on est bon et où on n'est pas bon. Et sur la partie où on n'est pas bon, il faut trouver des ressources additionnelles pour se faire accompagner. Nous, ça a été des chercheurs et ça a été tout un tas d'experts, psychiatres et autres qui nous ont conseillés sur le sujet, quoi, voilà. Voilà, et ce qui fait que nous, dans notre prochaine étape de développement de l'association qui va continuer à développer, donc on va se consolider avec un comité scientifique, vraiment pour aller encore plus loin, un comité des usagers, voilà, aussi pour représenter vraiment les bénéficiaires et tous leurs besoins. Et c'est ça qui permet de, si on n'est pas expert, de malgré tout pas se planter, pas partir dans le mauvais sens, quoi. Super, merci beaucoup Frédéric. Clémence, Guilhem, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose aussi par rapport à ça? Ou est-ce que est-ce que la réponse était tout à fait complète? Ouais, Guilhem. C'est à peu près la même chose, en effet, pour
moi, c'est la même conclusion, c'est-à-dire que moi, je n'étais pas expert de la tech, et d'ailleurs, je ne le suis toujours pas. C'est-à-dire que je maîtrise ces sujets globalement, mais il y a énormément d'enjeux sur lesquels je ne suis pas formé et pas compétent. Et donc, quand on entreprend au début, on fait toutes les choses nous-mêmes. Et puis, au bout d'un moment, c'est une équipe qui compose le projet. Nous, on est une trentaine de personnes à être impliquées sur les projets au quotidien. Donc, il y a tout un vaste panel d'experts qui maîtrisent bien plus de choses que moi sur ces sujets. Et aussi sur les sujets notamment d'IA, c'est des sujets qui bougent constamment. Mais aussi, enfin, c'est le cas aussi sur vos sujets, Clémence et Frédéric. Donc, se réactualiser, avoir une routine pour apprendre régulièrement. Et c'est pas forcément simple. Et c'est un peu écrasant parfois avec toute la masse d'informations qu'on a au quotidien. Super, merci. Clémence, toi, tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais au cas où, est-ce que tu veux rajouter un dernier élément? Ouais. Et écoute, je préfère laisser du temps de parole pour des questions s'il y en Super. a, parce que j'ai dit l'essentiel. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à tous les trois en tout cas. Et donc maintenant, je propose de passer la main aux personnes qui participent à ce webinaire. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser une question? Auquel cas, je vous invite peut-être à lever la main en appuyant sur le petit onglet réaction. Il y a du monde, peut-être qu'il y en a qui n'osent pas, mais sachez que vous êtes tout à fait le ou la bienvenue pour poser une question si jamais vous en avez une. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez poser n'importe quelle question à nos experts expertes. Pas complètement expert experte, mais bien entouré. Ouais, je vois. Vous êtes deux à lever la main. Super. Je propose pardon, de commencer par MSH Euro. En tout cas, c'est ce que je vois. Est-ce que tu veux te démuter et poser ta question? Oui, bonjour à tous. Donc c'est Morgane. Moi, je voulais savoir si vous arriviez aujourd'hui à générer du chiffre d'affaires et si votre activité était voilà, dans une perspective de rentabilité à terme. Voilà, ça fait combien de temps que vous êtes lancé? Vous en êtes tout dans votre héroïne? Moi, c'est ça qui va m'intéresser en fait. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci beaucoup pour la question. Clémence, tiens, pour commencer, est-ce que tu veux nous dire? Oui, carrément. Écoute, c'est une très bonne question. Quand on s'est lancé, alors moi, je me suis lancée il y a 1 an et demi et j'avais devant moi 2 ans de chômage. Aujourd'hui, et je vais aller au bout du chômage. Aujourd'hui, on a commencé à générer du chiffre d'affaires, on a de la trésor. Euh, on a encore 6 mois là devant nous avant que j'ai besoin de me verser un salaire. Je suis contente d'avoir ces 6 mois. On est encore dans une situation. Enfin, disons, je pense que ça va être possible, mais pas d'un grand confort, pour être honnête. En revanche, ce qui me donne de l'espoir, c'est que au début, on a vendu beaucoup de petites actions de sensibilisation et qu'en fait, au fur et à mesure qu'on a monté en expertise, aujourd'hui, on a des discussions avec des boîtes pour des missions de conseil d'une autre envergure. Et en fait, comme on apporte plus de valeur, et ben, nécessairement, on est capable de vendre euh, plus. Donc, c'est vraiment en cours de construction. Je suis pas dans une situation confortable aujourd'hui financièrement, mais on est voilà, de mon point de vue, on est en bonne voie pour arriver vers plus de confort. Super. Frédéric, je te passe la parole. Ouais, alors nous, c'est vraiment particulier parce principales sources de financement sont des fondations ou des subventions publiques. Donc, on n'est pas sur un modèle de prestation, en tout cas pas pour le moment. Et oui, au début, ça n'a pas été facile. Il a fallu quand même bien 2 ans avant qu'on ait les moyens de pouvoir, enfin, que j'ai les moyens de pouvoir me rémunérer. J'ai décidé malgré tout de ne pas le mettre en priorité, de financer d'autres investissements humains ou pas humains pour développer le projet. Il faut finalement commencer à me rémunérer il y a 1 an de ça, donc à peu près 2 ans et demi après le démarrage de l'association.
Bon, maintenant, ça va. On sera 14 personnes salariées à la fin de l'année. On a deux co-dirigeants. On est rémunérés de manière correcte, avec des grosses fondations qui sont arrivées tout récemment, la fondation Bettencourt-Schuller, qui est une grosse aide pour nous. Euh, mais pour être très clair, il y a eu un moment de bascule qui était l'année dernière en mai, où on avait, je sais pas combien, 5, 6 gros projets de demande de financement en ouverture. Et à ce moment-là, moi, c'était clair, c'était si ça passait pas, je pouvais plus continuer. Ça faisait 2 ans que j'étais sur le projet, 2 ans et demi non rémunéré. Il fallait absolument que je me rémunère. Et quoi qu'il arrive, soit j'abandonnais le projet, soit je me rémunérais. Et donc, ça passait ou ça cassait. Et en fait, c'est passé. Bon, on a eu les 6 demandes sont passées. On a levé plus d'1 million d'euros, 1,2 million en un mois. Et ça a quand même pas mal allégé la pression. Et aujourd'hui, on a de la visibilité. On a 9 mois de trésorerie devant nous et ça va bien, quoi. Mais il y a eu un moment chaud il y a un an à peu près où voilà, je me suis demandé si on allait y arriver ou pas, quoi. Merci beaucoup. Et Guilhem, pour conclure sur cette question-là. Yes, nous on existe depuis 2018 et on a progressivement augmenté notre budget. Maintenant on a un budget d'1,2 million annuel. On est une association, donc on est financé quasiment exclusivement par des fondations privées. Donc Google, JP Morgan, des mutuelles, tout un paquet d'acteurs. On a aussi un petit peu de subventions publiques. On fait un petit peu de prestat de plus en plus sur ces sujets d'IA. Euh, et en effet, c'est dans notre secteur de l'entrepreneuriat social, parfois une manière d'entreprendre qui n'est pas forcément beaucoup mise en avant. Le fait de démarrer avec une association ou alors d'avoir un modèle hybride, ça permet d'avoir des premiers financements qui permettent de payer des salaires au démarrage, de payer les fondateurs et fondatrices. Et du coup, en attendant de trouver les premiers clients, les premiers bénéficiaires, donc ça, c'est un modèle qui gagnerait à être plus connu parce que on pense souvent en sortant d'école de commerce ou école d'ingé à créer un business avec des clients et au démarrage, il y a d'autres modèles qui existent. Super, merci beaucoup. On va continuer sur les questions. Je vois qu'il est 13h28. Si jamais il y a des personnes qui malheureusement sont obligées de partir, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'on vous enverra le replay par mail après. Donc voilà, vous aurez l'opportunité de voir encore la suite si jamais. Sylvie, je propose de te passer la main. Tu voulais poser une question? Ouais, merci beaucoup. J'avais une question en l'occurrence pour Clémence. Tu expliquais qu'il y avait peu en entreprise d'interlocuteurs en charge de la biodiversité et que du coup, tu avais enfin, j'imagine que du coup, tu t'es plutôt adressé au département ou au service RSE ou au responsable RSE. Et moi, une des questions que je me pose, c'est quand tu n'es pas consultant RSE, c'est-à-dire que tu viens pas vendre en fait une politique RSE, des projets RSE pour les entreprises, est-ce que c'est parfois pas un peu difficile hein, justement de venir juste avec une petite brique au sein d'un ensemble de politiques RSE? Et est-ce que peut-être tu as fait des partenariats avec tes consultants RSE? Voilà, c'est ma question. Euh, oui, tout à fait, c'est difficile parce qu'on est vraiment noyé. Enfin, quand il y a RSE, puis dans RSE, il y a biodiversité. Et parfois, dans biodiversité, si on n'aborde qu'un sous-sujet, on est vraiment la dernière des priorités. Nous, en fait, on a fait plutôt le contraire, c'est qu'au lieu de se dire on va s'associer avec des consultants, parce que par ailleurs, on n'est pas, enfin, on n'est pas du tout fermé à ça, mais on s'est dit nous-mêmes, en fait, on veut élargir notre scope. Euh, et donc, on est passé de nos sujets 100% biodiv à se dire, en fait, tiens, il y a la CSRD, enfin, peut-être je jargonne pour beaucoup, mais c'est une réglementation qui touche beaucoup d'entreprises, plus large, qui a un volet biodiv, mais pas que. Et on s'est dit, en fait, il faut qu'on apporte un maximum de valeur. Et donc, on va répondre à l'ensemble de la CSRD et on aura une spécialisation beaucoup plus profonde sur la biodiv. Ça a plutôt été ça notre stratégie. Merci beaucoup. Super. J'ai vu qu'il y avait encore une ou deux questions dans le chat. Malheureusement, je voudrais pas abuser du temps de nos intervenants et intervenantes, donc je vais être obligé de conclure ce webinaire. Je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas pu avoir la réponse à leurs questions. Moi, de mon côté, je voulais déjà vous remercier tous les trois pour votre temps.
C'était génial de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vous poser ces questions-là. Je pense que ça a beaucoup servi à toutes les personnes qui sont avec nous sur ce webinaire. Donc, merci infiniment à tous les trois pour votre présence. Je voulais aussi dire aux personnes qui sont intéressées par le parcours entrepreneur, on va vous faire parvenir un mail après avec donc, le replay du webinaire et aussi les liens utiles. Si vous êtes intéressé par le programme du parcours entrepreneur, n'hésitez pas à candidater. Vous avez jusqu'au 27 avril prochain, donc ça va arriver vite. Je vous invite à commencer à remplir ce petit formulaire et vous pouvez déjà aller voir le programme détaillé si jamais ça vous intéresse sur le site internet de Ticket for Change. Donc voilà, pensez-y, n'oubliez pas. Et je vais vous passer la parole à chacun d'entre vous pour peut-être un dernier mot. Clémence, tiens, je vais commencer par toi. Euh, Est-ce que on peut te retrouver quelque part? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a quelque chose que tu veux nous partager avant de mettre fin à ce webinaire? Si ces enjeux autour de entreprises et vivants vous intéressent, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter de Rivage, Rivage avec un J, qui est disponible sur notre site internet. Voilà, et si vous avez besoin ou envie d'échanger, euh, moi je suis toujours j'ai beaucoup demandé d'aide et j'en ai eu et donc je suis prête à évidemment la rendre. Donc n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn par exemple et voilà, je prends le temps quand je peux d'aider les porteurs de projets. Super, merci beaucoup. Guilhem? De même, dispo pour des coups de main. Et je redis tout mon amour que j'ai pour Ticket et tout ce que ça m'a apporté. Vous êtes géniaux. Bien sûr, il y a d'autres programmes. Je fais une petite pub pour ceux qui sont peut-être moins sensibles à ces sujets ou qui découvrent ces sujets d'entrepreneuriat impact. Il y a Make Sense, Live for Good, Latitude, Data for Good. Pour que ceux qui sont dans la tech, ça vaut le coup d'aller jeter un œil à toutes ces structures. Il y a toujours une manière de s'engager ou d'ouvrir ses chakras sur ce type de sujets socio-environnementaux. Et du coup, si vous voulez avoir des news sur l'IA, sur la tech et sur des projets très concrets à destination des entrepreneurs sociaux, je vous remets le petit lien du programme IA for Good. Il y a une newsletter aussi qu'on envoie une fois par mois. On montre des cas d'usage précisément sur les enjeux sociaux et environnementaux. Ça n'existe que sur cette news. Donc, Merci beaucoup. Et Frédéric, je te laisse la pression du dernier mot. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Alors, désolé, il y a mon chat très en demande d'affection. À part ça, deux choses que vous pouvez faire, c'est nous, on va semer sur plusieurs régions, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Si vous avez des contacts, notamment au niveau fondations privées ou organismes publics dans la santé, à nous donner, super intéressé. Et deuxièmement, on va recruter pas mal de postes dans les prochaines semaines, un responsable communication, un responsable fundraising, deux responsables d'antenne. Donc voilà, des profils un peu experts et pour les responsables d'antenne, des profils vraiment de développeurs dans les régions. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et puis si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas aussi à me passer, à faire passer nos annonces et me mettre en contact avec des personnes. Voilà. Merci infiniment encore à tous les trois. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. C'était un plaisir et je vais vous libérer. Il est 13h34, donc bon appétit à toutes et à tous et à très bientôt, j'espère. Merci Nicolas. Salut. Merci beaucoup. Au revoir. à bientôt. Merci.